Alors dans ce chapitre, nous allons étudier les études quantitatives. Donc cela rentre toujours dans le cadre des outils qui vont permettre de mettre en place la démarche marketing. D'accord. Donc on a vu pour l'étude externe notamment différents types d'études, les études documentaires, les études qualitatives, qui vont venir nous donner des indications sur le comportement du consommateur. Les études quantitatives, quant à elles, elles vont venir apporter des précisions chiffrées afin de répondre à la question combien de personnes vont pouvoir consommer nos produits, combien de personnes sont intéressées, combien de personnes sont satisfaites de ceci ou cela, combien d'individus sont concernés par telle ou telle statistique. Donc ces études quantitatives vont avoir différents objectifs. Donc comme je l'ai dit, le premier objectif, c'est collecter des données chiffrées. Ces données chiffrées vont pouvoir ou non confirmer notre hypothèse marketing, valider des choix qu'on va pouvoir faire dans la seconde étape du mix marketing par exemple, et pourquoi pas définir un potentiel de vente. Donc quels sont les moyens de ces études quantitatives? On va avoir deux grands types de questionnements. Tout d'abord le recensement, pour lequel on va interroger la totalité de la cible, qu'on appelle également population mère, et qu'on représente par un grand N. Ou alors, on le reverra, si cette cible est beaucoup trop importante, on va plutôt utiliser la technique du sondage, c'est-à-dire on va sélectionner une partie de cette population mère grand N, et on ne va interroger qu'un échantillon que l'on va nommer petit n. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, le recensement, c'est quelque chose de souvent très lourd à organiser, d'autant plus si votre population mère est extrêmement importante. Mais on peut très bien imaginer faire un recensement si l'effectif, si la population mère est assez petite. Par exemple, c'est ce que l'on fait quand on vous interroge sur la satisfaction par rapport aux enseignements et aux installations du campus Agronova, donc à l'échelle d'une classe. On peut tout à fait faire un recensement, c'est assez simple. Pour ce qui est du sondage, donc souvent on considère que à partir du moment où la population mère dépasse 1000 individus, ça devient compliqué de faire un recensement, ça va surtout devenir très coûteux. Donc on va faire plutôt un sondage et on va sélectionner un échantillon N. Donc le gros avantage, c'est que ça va être plus rapide à mettre en œuvre, si on interroge 100 personnes au lieu de 1000. Qu'aujourd'hui on a des outils, on le reverra également un petit peu plus tard, aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de réaliser des sondages de manière assez peu coûteuse, notamment par Internet et Google Forms. L'inconvénient du sondage, c'est qu'on est obligé d'extrapoler les résultats, c'est-à-dire qu'on va interroger 100 personnes, et qu'on va considérer que les résultats obtenus pour ces 100 personnes sont les résultats représentatifs des 1000 personnes. Donc parfois ça peut poser un petit peu de soucis, et d'autant que ça nécessite des connaissances assez poussées, on le verra par la suite, d'échantillonnage, de tri et d'analyse, et vous aurez toutes ces connaissances à l'issue de ce chapitre. Donc, comme souvent en marketing, on va utiliser une méthodologie assez précise qui va nous permettre d'organiser notre travail de la manière la plus correcte possible. Donc pour ce qui est du sondage, on va observer 7 étapes que nous détaillerons par la suite. Donc dans un premier temps, on va définir l'objectif. On va ensuite constituer l'échantillon. On déterminera la façon dont on va administrer le sondage. On va le rédiger, on va le conduire, et puis ensuite on s'occupera des données que nous aurons collectées. Pour traduire un tout petit peu ça d'une manière un petit peu plus simple, la première étape c'est je veux savoir quoi, d'accord, quelle précision j'ai besoin de découvrir par rapport à mon hypothèse, quel comportement j'ai besoin de découvrir, etc. Donc pour répondre à cette question, je veux savoir quoi, je vais également me poser la question qui j'interroge, quelle est ma cible. Est-ce que je vais interroger, donc pour ce qui est des agrofournitures, est-ce que je vais interroger les exploitants en tant qu'exploitants, en tant qu'agriculteurs? Donc je pourrais interroger les agriculteurs et leurs salariés, pourquoi pas. Je pourrais également interroger les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles, etc. Ou alors est-ce que je veux plutôt m'intéresser à l'exploitation agricole en tant que structure? Donc là je vais plutôt interroger ce qu'on appelle les personnes morales. Donc je vais interroger le chef d'exploitation pour avoir les résultats de son exploitation. Donc ensuite, de quelle manière, comment je vais leur poser toutes ces questions, on verra les différentes solutions qui se posent à nous. Qu'est-ce que je demande?
Hein. On dit souvent pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Donc la rédaction des questions est très importante, en prenant grand soin de faire attention à ce que le sondé comprenne bien la question, en faisant attention à ce que la question que je pose m'amène la réponse que je recherche. Okay. Et puis ensuite, je trie et j'analyse. Donc, premièrement, définir les objectifs, on va écrire le cahier des charges de notre sondage. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cahier des charges? Donc, que veut-on savoir? C'est-à-dire, quel type de données, je vais avoir besoin pour pouvoir valider ou non mon hypothèse. Donc, par exemple, on peut chercher à connaître la satisfaction, à évaluer l'intérêt pour un nouveau produit, tout ça, encore une fois, dans le but de confirmer notre hypothèse marketing, mais aussi, pourquoi pas, de prévoir des ventes, à travers des questions du type est-ce que vous seriez intéressé par tel ou tel produit? Ça peut nous permettre de définir déjà un potentiel de vente. Deuxième élément du cahier des charges, on va définir les moyens disponibles pour notre enquête, de quel budget je vais disposer, de quel délai je vais disposer également. Une fois qu'on a défini ce cahier des charges, on va passer à la deuxième étape, qui est une étape très très importante, c'est celle de l'échantillonnage. Donc je vais définir ma cible, je vais définir ma population, donc les gens que je souhaite interroger, puis je vais les comptabiliser, savoir où se situe, en quel nombre, se situe ma population mère, représentée par grand N. Donc qui je vais interroger? Alors, les gens que je vais interroger, c'est ce qu'on appelle, les gens ou les structures d'ailleurs, qu'on va interroger, c'est ce qu'on appelle une unité de sondage. Donc c'est la première chose à définir pour vous, définir votre unité de sondage. Est-ce que c'est des clients, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise? C'est ce que j'évoquais un petit peu plus haut. Est-ce que c'est les ménages? Est-ce que c'est les prospects? Dans les trois petits points, on peut aussi considérer, est-ce que c'est des salariés? Est-ce que ça peut être mes fournisseurs? Etc., etc. Donc une fois que j'ai identifié mes unités de sondage, une fois que j'ai identifié qui je vais interroger, je vais les comptabiliser et je vais donc identifier ma population mère grand N. Si cette population mère grand N, encore une fois, est trop importante et m'empêche d'interroger tout le monde dans les délais avec le budget imparti, eh bien je vais venir identifier un échantillon que je vais nommer petit n, et cet échantillon sera une proportion de la population mère grand N. Alors, comment je vais constituer cet échantillon? Déjà, la première des choses, c'est que quand j'ai identifié ma population mère, à l'intérieur de ces X personnes, X 1000 personnes, il va y avoir des caractéristiques différentes. Par exemple, je vais avoir une certaine proportion d'hommes, une certaine proportion de femmes. À l'intérieur de ces proportions, je peux encore avoir d'autres caractéristiques, par exemple, l'âge, des moins de 18, des 18-25, etc., etc. Donc, une fois que j'ai visualisé ces caractéristiques dans ma population mère, je vais essayer, dans la mesure du possible, et on verra les différentes techniques, je vais essayer dans la mesure du possible de reconstituer sensiblement ces mêmes proportions dans mon échantillon petit n, afin que grand N et petit n aient les mêmes caractéristiques, en termes de pourcentage notamment. Et faire attention à cette proportion-là, ça va nous garantir ce qu'on appelle la représentativité de l'échantillon. Et donc plus notre échantillon petit n sera représentatif de la population mère grand N, plus on va se rapprocher de la vérité, même en interrogeant une petite partie de personnes qui pourra représenter la totalité de notre population mère. Donc, comment je constitue mon échantillon? Donc, on va voir plusieurs méthodes. Il en existe beaucoup d'autres par rapport à celles que je vais vous présenter là. Je vais vous présenter les principales. Donc, les premières méthodes d'échantillonnage sont strictement aléatoires. Donc, vous allez voir, elles vont reposer beaucoup sur le hasard. Okay. Donc, on pourrait se dire, mais comment on assure une représentativité en allant sélectionner des gens qu'on va interroger ou non par le strict hasard? Là du coup c'est les statistiques qui vont venir entre guillemets à notre rescousse. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça ne correspond plus à notre niveau, mais pour faire simple, on va se fixer une marge d'erreur notamment, on va se fixer un indice de confiance. Une fois qu'on aura mixé tous ces chiffres-là, j'aurai l'occasion peut-être, si vous le souhaitez, de vous montrer la formule en cours, on va se définir un nombre minimum
de personnes à interroger. Et donc les statistiques, si on interroge un nombre minimum de personnes avec la marge d'erreur que l'on souhaite et l'indice de confiance que l'on souhaite, ce minimum-là nous garantit une représentativité, même par le hasard. Donc ces méthodes, quelles sont-elles? La première méthode, c'est du strict tirage au hasard. Je sélectionne parmi mon fichier, qui représente ma population mère grand N, dans ce fichier, je vais me fixer une règle, et je vais me dire, par exemple, je ne sélectionne que les lignes qui terminent par un 3, c'est l'exemple que je vous propose. Et donc, je vais sélectionner toutes ces lignes-là jusqu'à atteindre le nombre que je me suis fixé pour mon échantillon. Sachant que, j'aurais pu vous le dire un petit peu plus tôt, mais l'échantillon minimal, à peu près admis, c'est 200 personnes. Voilà. Ensuite, deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la stratification. Donc là, je vais commencer je vais toujours sélectionner au hasard, mais je vais commencer à m'imposer une petite règle qui est de diviser ma population en sous-groupes. Et je vais classifier ces groupes. L'exemple que je vous propose, par exemple, c'est sur une liste de 1000 noms, j'ai 600 petits clients, 300 moyens et 100 gros. Si je souhaite interroger 100 personnes de cette liste-là, je vais garder ces mêmes proportions. Je vais trier les petits, les moyens, les gros, et je vais en sélectionner 10% dans chaque catégorie. Et la dernière méthode aléatoire, encore une fois, il en existe d'autres, mais celles-ci sont les principales, c'est par grappe. Donc là, je vais plutôt garder quelque chose de géographique, et par exemple, sur un secteur donné, je vais diviser mon secteur en 4 grandes parties, et je vais venir piocher au hasard le même nombre de personnes dans chacune des parties. C'est par exemple pour respecter des disparités géographiques, notamment, imaginons qu'on veuille interroger la France sur ses habitudes alimentaires. On sait très bien que dans le nord de la France, on ne mange pas pareil que dans le sud de la France. Donc du coup, cet échantillonnage par grappe peut permettre de préserver une représentativité géographique. Deuxième type de méthode, donc c'est une méthode dite des quotas, où là on va sortir du hasard et on va chercher quelque chose de beaucoup plus rationnel, qui va viser à conserver des proportions très exactes de notre échantillon par rapport à la population mère. Donc on va reproduire strictement les mêmes proportions. Alors, de quelle manière? C'est l'exemple que je vous propose. Dans la partie supérieure de l'exemple, on a une population mère de 1000 personnes. Et donc on a sélectionné quelques critères. Premier critère, on sait qu'il y a 60% de femmes, 40% d'hommes. On a sélectionné un critère par tranche d'âge et un critère par catégorie socio-professionnelle. Donc on va essayer d'identifier, pour chacune de ces catégories, c'est la synthèse qui est faite dans le tableau d'en dessous, pour chacune de ces catégories, combien ça représente de personnes exactement sur notre population mère de 1000. Donc par exemple, on va prendre les femmes, on sait qu'elles sont 60%, on va sélectionner une tranche d'âge, donc la catégorie C qui sera la troisième ligne de notre tableau, et puis on va sélectionner les employés, donc c'est la colonne numéro 5. Donc on sait que sur 1000 personnes, on a 60% de femmes, que dans ces 60% de femmes, il y en a 26% qui sont dans la catégorie C, 45-64 ans, et qu'il y en a 24% qui sont dans la catégorie 5, employés. Si on compile tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on peut identifier 37,44 personnes, c'est-à-dire 37,44 femmes qui ont de 45 à 64 ans et qui sont employées. Comment on arrive à ce calcul? Donc c'est le détail sur la gauche. Sur 1000, 60% sont des femmes, ce qui représente 600. Sur ces 600, on sait que 26 ont de 45 à 64 ans, ce qui représente 156. Sur ces 156, on sait que 24% sont employés. On arrive bien aux 34,44 individus. Et donc quand on va recréer notre échantillon petit n, eh bien, pour l'exemple, on avait 1000 personnes. Si on veut en interroger 100, on va diviser tous les résultats de chaque case par 10. Si on reste sur notre exemple, on a identifié 37,44 femmes qui correspondent aux critères. Et donc si on veut un échantillon à 100 individus, on va interroger 3,74 femmes de 45 à 64 ans qui sont employées. Donc 3,74, ça va être difficile. Pour assurer le coup, on va en interroger 4. Donc cette méthode est bonne, puisqu'elle va nous assurer une représentativité importante. Par contre, si les critères sont trop nombreux, ou trop difficiles à identifier,
ça va nous compliquer la tâche pour la constitution de l'échantillon. Et surtout, quand on va interroger les gens, parfois, si les critères sont compliqués, on va se dire, bon, c'est pas grave, si j'ai pas trouvé 4 femmes, je vais en interroger que 3, puis j'interrogerai un homme en plus, etc. Donc on est déjà en train de biaiser l'échantillon. Les deux dernières méthodes, donc des méthodes un petit peu plus simples et un petit peu plus accessibles d'ailleurs pour vous qui allez devoir organiser un questionnaire. Donc la méthode dite des itinéraires, c'est une méthode à connotation géographique. Hein. Quand vous faites un questionnaire en face à face dans la rue, vous envoyez vos sondeurs dans différentes rues en leur donnant certaines règles. Donc de ne pas interroger tout le monde, sinon on tombe dans un recensement et ça va coûter bien plus cher et ça prendra beaucoup plus de temps. Donc si on doit échantillonner, par exemple, on se fixe, c'est l'exemple que je vous propose, on interroge que les numéros de maisons ou d'appartements qui sont des multiples de 4. Et enfin, une méthode absolument arbitraire, j'ai une population mère X, je me définis un échantillon petit n Y, je vais interroger n'importe qui, les premiers que je trouve souvent, jusqu'à atteindre le nombre de personnes voulues. Donc c'est des méthodes qui sont assez utilisées parce qu'elles sont très simples, assez fréquentes. En B2B, c'est probablement la méthode que vous choisirez pour le travail que je vais vous demander de faire par la suite. Donc il faut quand même bien s'assurer d'une certaine représentativité de l'échantillon. Par exemple, vous souhaitez connaître la satisfaction de tous vos clients, vous avez des éleveurs, des polyculteurs, des céréaliers, des maraîchers, des viticoles, etc. Et puis finalement, vous n'interrogez que des viticoles. Ou alors, vous faites un sondage en supermarché, vous avez dans vos clients des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, des ados, etc. Et puis vous faites votre questionnaire un matin, entre 8h et 9h, parce que c'est là où peut-être vous avez le plus de temps, finalement vous allez peut-être n'interroger que des personnes âgées, donc ce qui n'est pas très représentatif de votre population globale. Donc c'est la fin de la première partie. N'hésitez pas à vous noter des questions que l'on travaillera en cours. Et voilà, je vous remercie de votre attention.